Il existe encore quelque part sur Terre un paradis oublié. Un monde sauvage où se cache celui que l'on appelle l'homme de la forêt. C'est magique. Mais la belle histoire est en train de mal tourner. Ce sanctuaire disparaît peu à peu. Voilà, c'est un carnage. On entend encore le bruit des tronçonneuses au loin. Viens vraiment! Ouais, non! Viens! En Indonésie, j'ai rejoint ceux qui se battent pour protéger les orang-outans. Avant, ils vivaient partout en Asie. Maintenant, on ne les trouve plus que sur 2 îles, Sumatra et Bornéo. Il y a à peine 100 ans, ils étaient 300 000. Aujourd'hui, 70% d'entre eux ont disparu. On lui a tiré dessus 62 fois. Il lui reste encore 48 balles dans le corps. Entre les hommes et les orang-outans, le combat semble inégal. Mais rien n'est perdu. On peut encore les sauver. Cet orang-outan à bout de force est un miraculé. Son calvaire s'est achevé 2 jours plus tôt. Déjà 6 heures de piste derrière nous, et la route est encore longue pour atteindre le village de Sedaka. J'accompagne Carmele Sanchez, une vétérinaire espagnole, pour une mission de sauvetage. Des opérations comme celle-là, elle en fait chaque semaine. Pourtant, elle n'arrive toujours pas à s'y faire. Cette fois, c'est un villageois qui a dénoncé son voisin. Dans la maison là-bas, il y a un orang-outan en captivité. Alors les orang-outans étant des animaux en voie de disparition, il est formellement interdit d'en posséder comme animal de compagnie en Indonésie. Malheureusement, la pratique est de plus en plus courante. C'est même devenu un signe de richesse, de prestige, un peu comme avoir une belle voiture. Nous ignorons si l'orang-outan est encore en vie. Les quelques secondes qui nous séparent de la maison me paraissent très longues. Il est là. Cet orang-outan a environ 2 ans et demi, peut-être 3. Je pense que c'est une femelle. Il est dans quel état? La plupart du temps, leur état de santé est bien pire. Je trouve que son estomac est un peu gonflé. Ça arrive parfois quand on ne leur donne pas une nourriture appropriée. Et je pense qu'elle a aussi des vers. Depuis 2 ans, ce bébé baptisé Cindy par son propriétaire est prisonnier de cette petite cage dont il n'est jamais sorti. Le sort de Cindy est loin d'être réglé. Pour obliger cette famille à nous la confier, des policiers et des rangers nous prêtent main forte. Un jour, un bûcheron m'a confié ce bébé orang-outan. Selon lui, le bébé était tombé d'une branche de l'arbre qu'il était en train de scier. Comme je ne savais pas trop comment m'en occuper, je l'ai confié à ma tante. Elle a eu pitié de l'animal et elle a fini par le prendre en affection. Elle en a pris soin et s'en est occupée jusqu'à ce jour. Carmele, t'en penses quoi? Ça te paraît crédible? C'est impossible qu'un bébé orang-outan tombe de cette manière et puisse se séparer de sa mère. Les jeunes restent agrippés dans les bras de leur mère qui les retiennent fortement contre elle en cas de danger. De toute façon, c'est toujours pareil. Ils tuent la mère et ils prennent le bébé. Mais c'est pas possible.
Normalement, ils mangent les orang-outans et gardent juste leurs bébés pour les vendre comme animaux de compagnie. Sur le marché indonésien, un bébé orang-outan se négocie jusqu'à 1 000 €. Une fortune pour cette famille très modeste. En général, les animaux finissent à l'étranger, dans des cirques, des zoos ou chez de riches particuliers. Après une demi-heure de tractation, la famille accepte enfin de renoncer à Cindy et ne reçoit qu'un simple avertissement. Boleh saya bantu, Bu? Oke, biar saya bantu, Bu. Cindy. Il est tellement habitué à sa cage qu'il ne veut même pas sortir, il a trop peur. En venant chercher Cindy, j'ai l'impression de sauver un petit bout d'innocence. Une part de ce monde sauvage qui s'évanouit chaque jour un peu plus. Petit bout de chou, là. Allez, on rentre à la maison. Ça va bien se passer. Cindy va devoir maintenant supporter les 10 heures de route jusqu'au refuge de Carmélé. Quel sera son avenir dans ce centre de réhabilitation? Est-ce qu'elle retrouvera un jour sa forêt? Forcément, c'est une sensation assez unique et incroyable de tenir un bébé orang-outan comme ça. On a l'impression de voir un enfant. Mais en même temps, on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas très normal. C'est un peu comme si on nous mettait en haut d'un arbre et on nous disait, bah voilà, où est ta vie? Alors on peut imaginer la souffrance de cet animal dans une voiture et dans un monde qui n'est absolument pas fait pour lui. La route est longue, alors il faut s'arrêter. Souvent. Elle regarde la forêt. Ce qui est encourageant, c'est qu'à chaque pause, en fait, elle va un peu mieux et puis elle prend confiance. Elle se laisse approcher, toucher, ce qui n'était pas le cas au début. Je me demande ce qui peut bien se passer dans sa tête. Est-ce qu'elle est intriguée, effrayée? Reconnaît-elle cette forêt à laquelle on l'a arrachée? Comme tous les orang-outans, Cindy aurait dû passer les premières années de sa vie aux côtés de sa mère. De tous les grands singes, ces primates sont ceux dont l'éducation est la plus longue, 8 ans. Ces années sont capitales dans la vie d'un orang-outan. En imitant les gestes de sa mère, un jeune orang-outan apprend à reconnaître parmi 2500 espèces d'arbres et 5000 variétés de plantes, celles qui lui permettront de se nourrir et de se soigner. Il comprend aussi que pour fuir les prédateurs, il ne faut jamais descendre au sol. L'apprentissage, l'amour maternel, la tendresse, Cindy n'a pas eu le temps de connaître tout ça. Des hommes ont changé son destin. Ils menacent aujourd'hui l'avenir de toute une espèce. De plus en plus de monde, de moins en moins d'espace. Alors pour satisfaire notre boulimie de consommation, on fait des sacrifices. En Indonésie, on rase les forêts pour planter des palmiers et produire l'huile de palme, qu'on retrouve dans la plupart des produits alimentaires et cosmétiques.
Un business très rentable où certains gagnent et les autres perdent. En arrivant chez Carmele, je réalise à quel point cette tragédie est bien réelle. Tous ces animaux enfermés dans des cages, c'est comme un électrochoc. Allons-y. Des Cindy, ici il y en a partout. Le refuge existe depuis à peine 3 mois, mais Carmele a déjà recueilli 12 orphelins en détresse. Et il n'y a plus de place. Et t'as pas de clinique ici? Non, pas encore. On espère, mais pour l'instant, c'est tout ce que nous avons. Un examen rapide, une piqûre antiparasitaire, c'est tout ce que Carmele peut faire pour l'instant. En attendant de savoir de quoi souffre réellement Cindy, ce bébé orang-outan est mis en quarantaine pour ne pas risquer de contaminer les autres pensionnaires. Une nouvelle maison. C'est ta nouvelle maison. Est-ce qu'après un sauvetage comme ça, tu te sens soulagée? T'en as au moins sauvé un? Eh bien, pour le moment, c'est difficile de dire que je suis soulagée. Pour l'instant, nous l'avons juste déplacée d'une cage à une autre, un peu plus grande. C'est encore un processus très long. Elle doit réapprendre à vivre dans la nature. Une fois qu'elle sera relâchée dans la forêt, à ce moment-là, je me sentirai soulagée. Et j'aurai l'impression de l'avoir vraiment sauvée. Le seul tort de tous ces prisonniers a été de se trouver sur la route des hommes. Que ressentent ces animaux extrêmement intelligents, capables de penser et de raisonner? Certains resteront traumatisés à vie. Hélène est un orang-outan que nous avons toujours dans notre centre. Elle a été récupérée dans une plantation de palmiers. Ils ont tué sa mère pour la manger. Hélène a été battue. Ils l'ont ligotée à un bâton et ils l'ont gardée comme ça. C'est très triste parce que ce n'est pas seulement qu'on fait disparaître des espèces, mais c'est aussi qu'on les fait terriblement souffrir. Je pense qu'ils nous ressemblent. Eux aussi peuvent être déprimés, ressentir la douleur et bien d'autres sentiments, comme nous les humains. À ton avis, pourquoi les humains sont si cruels avec les orang-outans? Je ne pense pas que les gens d'ici soient plus cruels qu'ailleurs. Ils n'en ont simplement rien à faire. Des fois, je me demande si je serais capable de tenir le coup. Comment arrêter ce massacre? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Il faut protéger les dernières forêts. Ce matin, j'ai rejoint l'unité de rangers du commandant Uriento. Nous partons pour une opération commando. La cible, les bûcherons clandestins qui détruisent illégalement l'habitat des orang-outans. D'après leurs informations, les bûcherons se trouvent quelque part là-bas, en plein milieu de la forêt. Là, c'est la route qu'ils utilisent avec les camions pour transporter le bois jusqu'à la ville. Alors là, c'est une véritable course contre la montre qui commence, parce que les villageois ont sûrement vu nos véhicules et vont aller signaler notre présence aux trafiquants pour obtenir un peu d'argent. Alors là, c'est un camion qui vient d'être abandonné. C'est sûrement des bûcherons. Ils ont vu la voiture, ils sont partis, ils se sont enfuis. Ah bah oui, il y a du bois là. Voilà, plein de bois précieux. Il y a les finières en plancher ou en meuble. Le but là, c'est vraiment de décourager les bûcherons. Ils vont confisquer le matériel, ils dégonflent les pneus. Ah, ils vont sûrement revenir, mais au moins à chaque fois, ça leur fait perdre de l'argent et c'est comme ça qu'on peut combattre la déforestation. D'un côté, on détruit, de l'autre, on protège. C'est une guerre qui oppose l'homme à lui-même. Entre ceux qui ne raisonnent qu'au présent et ceux qui construisent l'avenir.
Sauver les forêts, c'est aujourd'hui aussi vital pour les orang-outans que pour nous. Voilà, on entend encore les bruits des tronçonneuses au loin. Et voilà, c'est un carnage. Ah, c'est des scieries clandestines. Ils installent ça comme ça. Mais il n'y a plus personne. On arrive trop tard. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Ouais, ils sont tout prêts. Faut qu'on soit discret, ils sont juste là. Viens, vraiment. Viens. Sur le groupe de bûcherons clandestins qui travaillait ici, Ramat, 20 ans, est le seul à ne pas avoir réussi à s'échapper. Il risque gros car nous sommes à l'entrée d'un parc naturel protégé. Apa belum borgol? Nak diborgol dulu? Baru 2 hari, Pak. Baru 2 hari kerja? Iya. Sumpah, Pak. Ah, kau bohong kau. Sumpah demi Allah, Pak. Borgol kau? Jangan, Pak. Lari dia tadi. Oh, lari terjun pula kau. Iya, aku udah tahu, Pak. Nyengong lari pula. Diam kau. Diam. Kau ini kau belagak kau. Diam. Tidak, Pak. Berapa 7 tadi? Berenam tadi lari? Tadi galau, Pak. Pourquoi tu travailles ici? Iya, Pak. Je sais que c'est interdit, mais je n'ai pas le choix. J'ai besoin d'argent pour payer mes études. Et vous gagnez combien? Dans les 60 000 roupies par mètre cube. Et en 2 jours, vous faites combien de mètres cubes? Par jour, on peut faire au moins 8 mètres cubes. Ramat a pris tous ses risques pour gagner 200 € par mois, 2 fois le salaire moyen indonésien. Qu'est-ce qu'ils risquent? D'après la loi, il risque 10 ans de prison. En réalité, c'est 5 ans maximum et 10 milliards de roupies d'amende. Ça fait 80 000 €, d'après l'article 41 du Code des forêts. Est-ce que vous pensez que ce genre d'opération peut arrêter la déforestation? C'est chaque fois la même chose. Nous sommes déjà venus ici le mois dernier. On avait tout brûlé pour essayer de les décourager, mais les groupes se reforment et ils recommencent. Dans ce pays pauvre, rongé par la corruption, ces interventions musclées sont rares, car elles dérangent. Alors l'hémorragie continue. Et aujourd'hui, l'Indonésie détient le triste record mondial du taux de déforestation. Comment ne pas comprendre le petit jeune qui veut simplement gagner sa vie et donc qui coupe des arbres pour ça? C'est pas lui le responsable, c'est ceux qui l'embauchent. Lui, il va payer pour les autres. Et derrière ça, il y a des businessmen du monde entier qui vont venir ici piller toutes les forêts. Avec l'idée que ça va pas durer très longtemps, donc tout le monde va se servir le plus vite possible. Et il faut tout prendre très vite. Et c'est scandaleux, c'est juste scandaleux. À cause de la déforestation, 5 000 orang-outans disparaissent chaque année. Plus d'habitat, plus de nourriture, ils meurent de faim ou sont tués. Chaque heure en Indonésie, c'est l'équivalent de 240 stades de foot qui part en fumée, remplacés aussitôt par des plantations de palmiers. En 60 ans, les îles de Sumatra et Bornéo ont perdu 70% de leur forêt. À ce rythme, en 2020, elles auront quasiment disparu, et avec elles les orang-outans. Les derniers orang-outans sauvages de Sumatra ont trouvé refuge dans la réserve du Gunung Leuser. Un paradis pour les animaux menacés.
Avec Ian Singleton, j'espère apercevoir ces grands singes dans leur milieu naturel. Depuis plus de 20 ans, ce scientifique mondialement reconnu se bat pour sauver ces primates de l'extinction. Ici, Ian connaît tout le monde. Et grâce à lui, je fais des rencontres étonnantes. Cette jungle, c'est un véritable trésor de biodiversité. Oui, c'est probablement l'un des endroits les plus riches en biodiversité de la planète. D'innombrables espèces d'oiseaux, de reptiles, d'amphibiens, il y en a qu'on ne connaît pas encore. Mais ce qui en fait un lieu unique aussi, bizarrement, c'est le fait que toutes ces espèces soient réunies au même endroit. De grands mammifères, comme ceux du livre de la jungle, vivent ici ensemble. Mais l'un des points essentiels, c'est qu'environ 50% des médicaments vendus dans les pharmacies européennes sont fabriqués par des industriels locaux. Et les plantes qui ont servi à les fabriquer proviennent de ces forêts. Cet endroit est unique et spécial pour ça. Les sons, les odeurs, la lumière, tout ici me paraît magique. Cette forêt impose le respect. Elle est à la fois tellement puissante et si fragile. C'est un peu difficile de juger ce que font les Indonésiens avec leurs forêts. Nous, on a fait exactement pareil en Europe, partout. On a rasé toutes nos forêts. Oui, c'est vrai. Et il devient de plus en plus difficile de trouver des espaces de forêt primaire encore préservés en Angleterre. Mais ici, il y a encore la possibilité de sauver des arbres magnifiques comme celui-ci. Dans cette jungle, c'est l'homme qui doit pour une fois s'adapter à la nature, et pas le contraire. Une jolie leçon d'humilité. Ici, tout se mérite. Après 2 heures de marche, nos efforts sont enfin récompensés. Ouais, c'est très rare. C'est un mâle dominant. On voit ça à cause du disque facial qu'il a autour des joues. Il a une belle barbe. Tu penses qu'il a quel âge? C'est difficile à dire, mais il doit au moins avoir 20 ans, peut-être plus. Il a l'air d'être en pleine forme. Alors on peut supposer qu'il est peut-être plus âgé, je dirais qu'il a entre 20 et 35 ans. L'homme de la forêt. En fait, orang, ça veut dire personne. Oui, mais lui, c'est un mâle. Oui, c'est vrai. C'est un homme de la forêt, alors. Il faut beaucoup de patience et de temps pour pouvoir les approcher d'aussi près et de se faire accepter. C'est tellement émouvant de les voir comme ça dans leur univers. C'est émouvant, mais c'est aussi terrifiant de se dire que je viens de rencontrer l'un des derniers orang-outans de Sumatra. Ils seront probablement les premiers grands singes à disparaître de la planète. Nous risquons ainsi de perdre les meilleurs ambassadeurs des forêts. Les orang-outans sont d'autant plus menacés que leur taux de reproduction est particulièrement faible. Une femelle a en moyenne un petit tous les 9 ans. C'est très peu. Pas de quoi compenser les pertes de l'espèce. N'oublions pas que toutes les espèces d'un écosystème comme celui-là ont un rôle très important à jouer et que ces forêts ne sont pas apparues en un jour. Elles sont le résultat de l'interaction d'un nombre incalculable d'espèces. Si les orang-outans disparaissent, la forêt pourrait encore survivre. Mais si l'on perd les orang-outans, les singes siamang et les kalaos, qui constituent les principales espèces frugivores de cette forêt, alors la plupart des autres espèces disparaîtront. Pourquoi tu les aimes autant? Je ne sais pas. Je crois que j'admire leur liberté d'esprit, leur indépendance. Et puis cette belle boule de poils roux aux reflets dorés qui se promène au cœur de la forêt, sous le soleil. C'est magique. Je n'ai pas envie de vivre sur une planète où il n'y a plus d'orang-outans. Si
Si on laisse disparaître notre cousin, avec qui on a plus de 97% d'ADN en commun, alors c'est certain, on laissera disparaître toutes les autres espèces. Et un jour, ce sera peut-être notre tour. Pour protéger les orang-outans, Yann les recueille dans un centre, comme Carmélé. Mais le sien est beaucoup plus grand. Il compte une 50aine de pensionnaires. Des nouveaux rescapés arrivent en permanence. C'est le cas de Monkey, ici depuis 2 jours. L'équipe de Yann l'endort pour lui faire un check-up complet. Autour du cou, Monkey porte encore les traces de la corde qui le retenait prisonnier. Je trouve cette scène incroyable. 6 personnes au chevet d'un animal. La vie de chaque orang-outan est devenue tellement précieuse. Leur santé est une priorité. On lui prend ses empreintes. On lui donne une identité. Je prends toujours une photo de leur mâchoire, car selon moi, elles ne changent pas jusqu'à la fin de leur vie. Avec des données fiables, on pourra à nouveau identifier l'animal grâce à son empreinte dentaire. Tu peux faire un nouveau 8. Mais c'est difficile un 8. Faut de l'entraînement. Celle-ci, c'est la 16B 9376A. Enfin, nous l'équipons d'une puce qui servira à l'identifier s'il est un jour relâché. La plupart des orang-outans qui arrivent ici vont plutôt bien. Ce sont des animaux très résistants. Mais parfois, nous en recevons certains très gravement blessés par balle ou par des coups de machette. Viens voir ça, tu vas comprendre. Voilà Loser. C'est son crâne. Il y a 2 balles dans cet œil et une ici. Il y en a une autre là, au sommet du crâne. Et il y en a plusieurs dans la gorge et même dans les gencives. Imagine ce que l'on peut ressentir avec des balles dans la gencive. J'ai du mal à y croire, mais quelqu'un lui a bien tiré dessus 62 fois. Il y a encore 48 balles dans le corps. Tu imagines la douleur? Nous en avons retiré quelques-unes, dont celle logée sous la peau. Nous ne savons pas s'il survivra encore longtemps. Il pourrait avoir des problèmes d'empoisonnement au plomb, par exemple. Tirer une fois sur un orang-outan, c'est déjà grave, mais 62 fois, 62 balles dans le corps. Comment c'est possible? Pourquoi un tel acharnement sur eux? La plupart des fermiers et des gens des environs ne font aucune distinction entre un orang-outan, un écureuil ou un rat. Pour eux, ce sont juste des bêtes. Rien de plus qu'un autre singe. Quand on regarde toutes les balles qu'il a dans le corps, c'est simplement oublier que les animaux peuvent ressentir la souffrance, avoir de la peine. C'est dégueulasse. Loser est toujours vivant, un miracle. Mais il est aveugle, condamné à vivre pour toujours dans une cage. On dit qu'il ne leur manque que la parole. Mais s'il parlait, que dirait-il? Deux semaines se sont écoulées depuis ma première visite chez Carmélé. Je retourne prendre des nouvelles de Cindy, la petite orpheline. Cindy est toujours en quarantaine, elle va beaucoup mieux, mais elle est toujours un peu déprimée. Son état général s'est quand même amélioré. Quand on la regarde, son regard, ses yeux, son comportement, c'est tellement humain. Moi, parfois, je me demande ce qu'on a fait, nous, de notre humanité.
J'espère que Cindy rejoindra vite les autres bébés orang-outans. Là où l'ambiance est beaucoup plus détendue. Voilà la crèche. Nous amenons les bébés orang-outans ici. C'est le seul endroit où ils peuvent s'entraîner à grimper aux arbres et éviter de passer leur temps au sol. Normalement, à cet âge, quand ils sont avec leur mère, ils ne posent jamais un pied à terre. Mais là, ils peuvent pas se débrouiller tout seuls, ils ont besoin de la présence des hommes. En réalité, ils devraient être avec leur mère et tous leurs semblables. Ils ne devraient pas être en contact avec les hommes et s'habituer à eux, car ensuite, cela devient très difficile de les réintroduire dans la nature. Ces choupettes rousses âgées de 8 mois à 3 ans vont apprendre ici à redevenir des orang-outans. Ils vont grimper, se muscler, développer leurs connaissances et surtout tenter d'oublier leur passé. La différence entre un bébé humain et un bébé orang-outan n'est pas très grande. Évidemment, un être humain grandira plus vite et son cerveau se développera davantage. Mais à cet âge, il y a tellement de ressemblances que c'est vraiment fascinant de les observer. Ce n'est pas vraiment l'environnement idéal pour que les orang-outans puissent apprendre et s'entraîner. Ce n'est qu'un jardin. Nous n'avons pas encore récolté suffisamment de fonds pour acheter un bout de forêt. Mais c'est vraiment notre objectif. Pour mener son combat, Carmele manque de tout. Pourtant, elle se bat, aidée par une poignée de volontaires. Dans la dizaine de centres de Bornéo et de Sumatra, s'entassent plus de 1000 orang-outans. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux? De plus en plus rares, les forêts sont devenues un luxe. Rendre la liberté à tous ces primates est aujourd'hui un challenge difficile. Elle, c'est Angélie, lui, c'est Exos. Ils ont été capturés dans une plantation de palmiers à huile quand ils avaient que quelques semaines. Ils n'ont jamais connu la forêt, seulement la captivité et un centre de quarantaine au nord du pays. Là, on les conduit dans l'une des dernières forêts de Sumatra où une équipe de scientifiques va les prendre en charge, les familiariser avec la forêt avant de les relâcher. Alors, ce qui est incroyable, c'est que les espaces pour les orang-outans se réduisent tellement qu'on doit faire 30 heures de route pour rejoindre le centre. Le voyage n'est pas facile pour eux, mais au bout, il y a peut-être l'espoir. Le centre est isolé, loin des curieux et de tout ce qui pourrait déranger la tranquillité des animaux. Car l'expérience qu'ils vont vivre est déterminante pour leur avenir. Ceux qui travaillent ici ont renoncé au confort et vivent retirés du monde au cœur de la nature. C'est le cas de Julius Siregar et d'Amanda Freni, les responsables du centre. Elle regarde partout là, elle découvre un peu la forêt. Interrogation hein, en même temps. Elle est probablement très intriguée par tous ces arbres et tous ces sons. Mais elle va s'y habituer très vite. Pour la première fois depuis des années, Angélie et Exos vont passer la nuit dans la forêt. Même si pour l'instant, c'est encore derrière des barreaux. Est-ce que tu penses que d'être enfermés en groupe, c'est mieux pour eux? Ils vivent mieux la captivité comme ça? Oui, je crois vraiment que ça les aide dans leurs premiers jours ici, au centre. Et lorsque nous les amenons à l'école de la forêt, ils apprennent bien plus quand ils sont avec leurs camarades.
Pour nos 2 orang-outans arrivés la veille, c'est la rentrée des classes. Chez Amanda, tous les matins à 9 h, il y a école, l'école de la forêt. C'est drôle, Anjali et Exos ont même l'air angoissés. On est bientôt arrivé. Mais t'es pas légère. Regarde. Amanda ne craint pas les fugues. Anjali et Exos sont trop inexpérimentés et craintifs pour s'échapper. Django est déjà dans les arbres. Et quel est le but de la leçon alors aujourd'hui? Ces orang-outans ont été arrachés à leur monde sauvage alors qu'ils étaient encore très jeunes. Nous devons leur rappeler la variété de nourriture qu'offre cette forêt, même en saison sèche, lorsque les fruits sont difficiles à trouver. Nous avons par exemple des nids de termites, des feuilles et des baies comestibles, mais aussi du rotin. Les orang-outans pourront en trouver dans la forêt et les manger. Alors là, en fait, l'idée, c'est de faire semblant de manger ce qui est à l'intérieur de la feuille pour que les orang-outans comprennent que c'est comestible, parce qu'ils apprennent par mimétisme. Donc du coup, il faut ouvrir, lui montrer que ça se mange, pour ensuite que lui reproduise le même geste. Donc du coup, pendant la saison sèche, quand il n'y a plus de fruits, ils reconnaîtront cette plante et ils pourront se nourrir et pas mourir de faim. Ici, au centre de réhabilitation, nous montrons aux orang-outans comment ils peuvent manger les termites à l'intérieur des nids. Nous faisons semblant de les manger. C'est comme ça qu'apprennent les orang-outans. C'est dégoûtant, hein. Ah, comment il peut manger ça? Ces orang-outans ont encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir être aussi autonomes que leurs semblables restés à l'état sauvage. Mais nous sommes convaincus qu'ils pourront survivre dans la forêt. Grâce à tout ce qu'on leur apprend ici, je pense qu'ils s'en sortiront. On est dans une situation un peu absurde en fait, où ce sont les hommes qui apprennent aux orang-outans à se débrouiller dans la forêt. C'est dingue. Il faudra au minimum 6 mois, voire plusieurs années, avant qu'Anjali et Exos soient parfaitement autonomes. Un long processus d'apprentissage au cours duquel les orang-outans vont apprendre à se servir de leur instinct. Ça, t'as pas besoin de leur apprendre, hein? Oui, ça, ils s'en souviennent. Les élèves les plus anciens se perfectionnent, eux, dans la technique du nid. Et c'est tout un art. Car pour pouvoir dormir, les orang-outans ont besoin d'un lit. Et pas n'importe lequel. Plus il est douillet, mieux c'est. À l'école de la forêt, il y en a un qui se débrouille beaucoup mieux que les autres. C'est Django. Il faut dire qu'il est là depuis 6 ans. Alors tous les exercices, il les maîtrise et les connaît par cœur. Django, c'est le roi de la frime. Pourtant, il revient de loin. Dans son ancienne vie, il était maltraité, battu et traumatisé par son propriétaire, un militaire. Django a 9 ans et en général, dans la nature, un orang-outan vit entre 40 et 50 ans. Ça veut dire que Django, il a passé un quart de sa vie en captivité. C'est comme si un homme passait 20 ans de sa vie en prison. Et plus ils sont gros, plus évidemment la captivité est difficile pour eux. Bon, il faut faire un peu attention quand même, parce qu'ils ont la force de 3 hommes. Hein? Et il a l'air tout calme. Hein? Quand il me regarde, c'est impressionnant, l'humanité qu'il y a dans ses yeux. Incroyable. Et voilà comment est né mon coup de foudre pour Django. Une vraie rencontre dont je me souviendrai longtemps. Django vit en ce moment ses derniers instants à l'école de la forêt. Dans quelques jours, Amanda et Julius vont lui rendre sa liberté. Les orang-outans, ils détestent la pluie, c'est un peu comme nous. Alors quand il pleut, ils se mettent une feuille sur la tête pour se protéger.
Django est prêt pour la vie sauvage. Enfin, presque. Car en fabrication de parapluies, il n'est pas tout à fait au point. Heureusement, c'est pas une matière principale. Il n'y a pas que les orang-outans qui doivent apprendre. À l'école des enfants ce matin, on se prépare pour une leçon un peu particulière. Depuis 10 ans, avec son équipe, Panout tente de sensibiliser les plus jeunes à la cause des orang-outans. Des écoles, il en a déjà visité 500. Et à chaque fois, son cours commence de la même manière. Bonjour les enfants. Je me présente, je m'appelle Panout. Je vais vous parler des orang-outans de Sumatra. Pendant 1 heure, ces ados âgés de 12 à 14 ans vont avoir le droit à un cours complet sur les grands singes. Pouvez-vous donner 4 exemples d'aliments que mangent les orang-outans? Pousses. C'est quoi, pousse? Des pousses de... Une pousse de cocotier? Des fruits, des grains. Et quoi d'autre encore? Des bananes frites? Des bananes frites? Allez, quoi d'autre encore? Bon, eh bien, on a du pain sur la planche. C'est bien. Encore une fois, plus fort. Alors ça rend plutôt optimiste parce que le message a l'air de bien passer. Ils ont écouté, ils ont appris des choses, ils ont l'air enthousiastes. C'est la première fois qu'ils entendaient parler d'orang-outans. Et le destin, la survie de ces animaux va dépendre d'eux, de ce qu'ils feront plus tard, de ce qu'ils diront à leurs parents. Donc maintenant, c'est entre leurs mains. Ce qui me plaît avant tout chez Panout, c'est qu'il est indonésien. Du coup, je me dis que tout ça n'est pas qu'un délire d'occidentaux gâtés. Et qu'ici aussi, on prend conscience du drame qui est en train de se jouer. Panout a toujours été sensible à l'environnement. Et puis un jour, il a décidé d'y consacrer sa vie. Ça doit être difficile de te battre tout seul. C'est le rôle du gouvernement, tout ça. Je dirais, rien n'est facile dans ce monde. Et tout particulièrement pour ce type de défi, se battre pour sauver la forêt primaire. C'est pas juste en un claquement de doigts que l'on résout les problèmes. Non, ça marche pas comme ça. C'est le dévouement de toute une vie. Je fais tout cela depuis presque 10 ans et j'arrêterai jamais. Est-ce que tu penses vraiment que tu peux changer les choses en éduquant les gens, en leur apprenant des choses sur les orang-outans? Je crois que l'éducation, c'est la clé. Selon moi, il est important d'installer des fondamentaux chez chacun d'entre nous afin que les prochaines générations aient un comportement écologique plus responsable. Mais aussi pour former des leaders verts qui se battront en première ligne pour protéger l'environnement. Et c'est ça qu'on est en train de faire actuellement. Pour changer les mentalités, Panout propose aux enfants de replanter des arbres dans cette ancienne plantation de palmiers à huile située à quelques kilomètres de l'école. Tout un symbole. Vas-y, n'aie pas peur de mettre beaucoup de terre. Ici, la terre a souffert à cause des engrais et des pesticides. Et replanter est un vrai défi. Ça va être un énorme travail de replanter tout ça. Oui, les gens peuvent couper des arbres en un rien de temps sans vraiment penser à l'avenir et au fait que cette exploitation des terres et du sol peut être mauvaise pour l'environnement. Ici, les gens sont en colère face à cette déforestation, tu sais. Car maintenant, c'est nous qui en portons la responsabilité. On aurait dû faire ça il y a déjà très longtemps, quand on a commencé à se rendre compte que détruire la forêt était une erreur. Il faudra 150 ans pour qu'il y ait à nouveau une forêt ici. Mais Panout a déjà remporté une victoire. Il a convaincu les anciens employés de la plantation de travailler avec lui et de l'aider à replanter. C'est peut-être qu'un début, mais tout le monde espère ici que les orang-outans vont revenir petit à petit. C'est probablement la meilleure solution pour sauver leur habitat.
c'est un grand jour pour Django, il va être relâché, là il le sait peut-être pas encore, mais c'est ses derniers moments en captivité. Je suis très contente pour lui après tout ce qu'il a enduré. Dans quelques heures, il va enfin retrouver la liberté qu'on lui a volée il y a 8 ans. Django va pas faire le voyage tout seul. Aujourd'hui, il y aura Mona, aussi une autre orang-outan qui va être relâchée. Elle a 6 ans et elle, ça fait 4 ans qu'elle est dans ce centre. Direction la forêt de Tigapulu. C'est dans cette réserve de 140 000 hectares que tous les pensionnaires du centre prêts pour la liberté sont relâchés. Historiquement, aucun orang-outan sauvage n'a jamais vécu dans cette partie de l'île. On ne trouvait ici que des tigres et des éléphants. Mais face à la disparition des forêts, cet endroit représente aujourd'hui le refuge idéal pour ces rescapés. On va devoir s'enfoncer pendant 3 heures dans la jungle pour éloigner les orang-outans le plus possible du centre et également pour échapper et aller loin des braconniers et des bûcherons pour trouver un lieu sûr. C'est des conditions qui ne sont pas faciles parce qu'il fait 40 degrés, il y a 90% d'humidité. C'est éprouvant pour les animaux, mais pour les hommes c'est hyper dur aussi. Il y a une douzaine de porteurs qui vont se relayer pour transporter les animaux et on se bat contre les sangsues partout. On a les pieds mouillés. L'endroit est parfait, entouré d'arbres fruitiers, d'eau. Ici, Django et Mona ne manqueront de rien. Je pense que c'est le bon endroit. Ouais, le lieu est idéal. Ouais, posez la cage ici. On est bien arrivé au point inscrit sur le GPS. Nous sommes à environ 8 km de la station scientifique et ici c'est vraiment parfait. Vas-y, ouvre. Allez, vas-y. La première à retrouver la liberté est Mona. Elle est hésitante, méfiante. Est-ce que tout ceci est bien réel? Allez. Allez, grimpe. Tu lui as pas dit au revoir? Regarde ses yeux. Elle savoure sa liberté et sa captivité ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Tout droit par là. C'est maintenant au tour de Django, qui lui s'empresse de saisir cette opportunité, de peur qu'elle ne lui échappe. Allez, grimpe, grimpe, grimpe. Il va enfin avoir une seconde chance. C'est émouvant de les voir comme ça, après tout ce qu'ils ont enduré. T'es inquiet pour Django? Oui, bien sûr. Nous sommes toujours inquiets. Mais on ne va pas les abandonner comme ça et des pisteurs vont les suivre pendant plusieurs jours. Ça va aller. Ces 6 ans passés au centre lui ont permis de devenir parfaitement autonome. Il va être bien ici. C'est vraiment un moment unique. Là, je me dis que tout est possible, qu'on peut y arriver, qu'il n'est pas trop tard. Face au nombre d'orang-outans qui disparaissent chaque année, c'est peut-être une goutte d'eau, mais ça vaut le coup de continuer ce combat. Et tu veux me dire au revoir, c'est ça? Au revoir, Django. Au revoir, Django. Allez, allez, Django. Faut y aller maintenant. Allez. Allez. Vas-y, maman. Allez.
Un mois après son arrivée chez Carmele, Cindy a rejoint la crèche des orang-outans. Aujourd'hui, elle est en bonne santé. Si les forêts indonésiennes ne disparaissent pas, elle retrouvera peut-être un jour la liberté, comme Django. On peut tous faire quelque chose pour sauver Cindy et les autres. On peut par exemple soutenir ceux qui se battent sur le terrain et pourquoi pas, apprendre à se passer d'huile de palme.